Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Jean Roberge. Bonjour Jean. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Merci de prendre le temps de l'émission pour venir me parler. Toujours en horaire chargé, je suppose. Oui, effectivement. Donc, ça me fait plaisir dans un premier temps. Et deuxièmement, je pense que c'est important d'informer la population puis de prendre le temps de le faire également. Donc, dans cette période qui est un peu différente des rentrées scolaires qu'on a vécues précédemment. Oui, on va justement en parler. Tout d'abord, rentrée scolaire qui vient de se passer. Une rentrée... on va dire, en essayant d'être des plus normales, là, le taux de fréquentation est quand même bon et se maintient finalement. Oui, le taux de fréquentation même est en augmentation au point de vue de la clientèle. Je dirais que c'est une augmentation qui est là qui est présente depuis 5 ans. C'est sûr qu'à travers cette réalité-là qu'on vit actuellement de la COVID, il faut comprendre qu'il y a des parents qui ont décidé de scolariser leur enfant à la maison, donc un nombre plus important que les années précédentes. Ou s'il y a des jeunes qui ont des biais médicaux, donc pour lesquels on doit s'occuper de la formation à la maison. Donc de ce côté-là, ça représente des défis, mais effectivement, la clientèle est en hausse. On est toujours un peu plus haut que 3000 au niveau du primaire. On approche le 1800 élèves au secondaire. Je vous dirais qu'au niveau de la formation générale des adultes, ça représente, on donne la formation à plusieurs personnes avec nos services différents. Puis au niveau de la formation professionnelle, dans notre centre Le Tremplin, ou à Black Lake en esthétique coiffure, ou bien à Disraeli à la polyvalente en menu de charpenterie, on accueille près de 300 élèves. Donc de ce côté-là, ça se passe bien, je vous dirais, là, en termes de nombre d'élèves qui fréquentent nos établissements. Bien, tant mieux. Je pense que c'est toujours... une belle fierté de sentir que les gens fréquentent un établissement scolaire, puis en plus qu'ils décident d'aller se former plus loin là, en formation professionnelle. C'est toujours plus agréable pour ça. C'est sûr que c'est très intéressant. Il faut comprendre que je pense qu'il faut faire preuve d'imagination aussi lorsque c'est le temps de bien expliquer à nos élèves l'importance de la scolarisation puis leur futur aussi. On vit une période d'insécurité, donc la formation professionnelle ou la poursuite de nos apprentissages au niveau de la formation du général des adultes qui peut nous amener à une formation supérieure, ça trouve tout son sens. Hein. On vit une situation particulière. Donc, les jeunes qui auront une formation une plus grande formation vont se trouver, j'imagine, une place de choix là, sur le marché du travail. Si tu veux, je parlerai du changement de statut, si on veut. Donc, la commission scolaire a changé pour le centre de services scolaires Les Appalaches. Ça s'est fait... l'entrée de la loi s'est faite à quelque part au début 2020. Officiellement, au mois de juin. Ça représente quoi comme impact pour la commission scolaire? Nécessairement, on l'a vu, hein, comme tu l'as bien mentionné, au début du mois le 7 février, on a annoncé la fin des commissions scolaires et depuis le 15 juin, notre nouvelle appellation, c'est le Centre de services scolaires des Appalaches. Il faut comprendre que le modèle de gouvernance qui a travaillé pendant de nombreuses années avec des commissaires qui étaient élus dans la très grande majorité des cas. Dernièrement, on avait vu l'arrivée de commissaires parents qui représentaient nos élèves HDA, nos élèves avec des handicaps, des handicaps ou des limitations, également au niveau, avec des difficultés d'apprentissage également, et aussi au niveau d'un commissaire parent au niveau du primaire et du secondaire. Là, dorénavant, à compter du 20 octobre prochain, on est en appel de candidature actuellement là, pour la formation de notre premier conseil d'administration. Donc, il y aura des membres là, de la communauté, donc 5 membres de la communauté avec une expertise là, vraiment définie pour chacun de ces 5 membres-là. Il y aura également 5 membres des comités de parents, 5 parents, qui représenteront chacun un district. Donc, on a 5 districts au sein de notre centre de services scolaires et également 5 personnels, donc qui seront des enseignants, des personnels de soutien, des professionnels d'une direction d'établissement, puis un cadre de service. Donc, ça va faire un comité là, qui va être composé de 15 personnes. Donc, avec un modèle de gouvernance différent, avec une délégation de pouvoir également là, qui sera ajustée en conséquence également. Par rapport à ce qui se vivait avant. Là, Effectivement, ce qui se vivait avant. On verra aussi, là, il y aura des défis importants. Hein, donc, se trouver... on avait développé au cours des dernières années là,
des bons outils de communication, mais aussi des bonnes façons de procéder dans la prise de décision avec le conseil des commissaires. Maintenant, c'est un conseil d'administration. Il y a des nuances importantes entre un conseil des commissaires et un conseil d'administration. On devra apporter les ajustements nécessaires, puis s'adapter, puis développer un bon lien, je vous dirais, là, toujours dans le meilleur intérêt de l'organisation puis le service à nos élèves. Là. Quand on parle de changement, c'est-tu plus au niveau de la gouvernance ou il y a un changement de structure, donc de la commission scolaire qu'on connaissait là, dans l'offre de service? Je dirais que c'est vraiment au niveau de la gouvernance. Okay. Le gouvernement a mentionné qu'il voulait rapprocher leurs décisions des élèves, des écoles. On a vu apparaître la notion de subsidiarité au cours des dernières années, qui amène à prendre nos décisions le plus près possible de l'élève. Donc, de ce côté-là, je vous dirais que le projet de loi va en ce sens-là. Donc, c'est au niveau du modèle de gouvernance. Pour ce qui est du reste à l'intérieur du centre de services scolaires, comparativement à la commission scolaire, ça reste les mêmes services, la même approche également là, qui sera offerte, je vous dirais. Là. J'aimerais aborder un sujet qui est encore une fois d'actualité, COVID-19, dans le sens où il y a eu beaucoup de chamboulements. Là, les écoles ont fermé au mois de mars. On a réouvert pour le mois et demi là, qui restait d'enseignement là, au début mai. On vient de faire une rentrée qui ils disent normale et pas normale en même temps. C'est beaucoup de défis, ça. Effectivement, il y a beaucoup de défis qui se présentent à tous les membres de notre personnel, que ce soit le personnel de soutien, les professionnels, les enseignants, les directions, les cadres de service. Donc, le travail a vraiment changé. On doit adapter nos façons de faire avec des équipements de protection, s'assurer de respecter les règles de la CNSST, de la santé publique, du ministère de l'Éducation. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. On doit s'ajuster rapidement. Du changement d'information également là, qui survient avec l'information nouvelle qu'on a en lien avec la COVID-19. C'est vraiment un changement de façon de faire. Puis écoutez, là, j'étais justement en rencontre là, avec les directions d'établissement avant cette rencontre-là. Il y a de nombreux défis que la rentrée présente. Puis on doit s'ajuster. Puis avant tout, ce qu'on doit aussi, je l'ai mentionné à maintes reprises, là, à mon personnel, ce qu'on doit vraiment faire, c'est au niveau de la sécurité, s'assurer de la sécurité de notre personnel, de nos élèves, s'assurer de respecter les règles, tout ça avec une notion de bienveillance, mais aussi au niveau académique, s'assurer que les savoirs essentiels sont priorisés. Puis s'assurer également, le gros défi pour notre personnel enseignant, c'est qu'il y a des jeunes qui ont quitté l'école l'an dernier à la mi-mars et qui ne sont pas revenus à l'école. Donc, il faut s'assurer de faire une mise à niveau, des récupérations efficaces. Puis il faut se parler de plus en plus dans les écoles pour s'assurer d'un mariage qui est fort, toujours dans le but d'augmenter la réussite là, chez nos élèves, puis que ces derniers se sentent bien à l'école aussi. Oui, parce qu'il est là le défi, malgré les changements, malgré la situation qu'on ne sait pas finalement quand est-ce que le virus peut frapper ou non dans un établissement scolaire. Il faut s'assurer que l'élève il a toutes les conditions requises pour favoriser son apprentissage. Et ça, primaire, secondaire, FP aussi. Là. Effectivement, ça, c'est la notion la plus importante. Hein, puis s'assurer aussi que demain matin, si les cas de COVID positifs augmentent dans la région, qu'on soit capable d'offrir une formation en ligne très rapidement. On nous demande 24 heures. Donc, ça, c'est des réflexes qu'on doit développer, de la formation qu'on doit donner à notre personnel. Puis s'assurer que nos jeunes sont bien aussi, parce qu'il y a quand même des jeunes, tant au primaire ou au secondaire, qui vivent des situations de détresse. Et l'école est en quelque sorte une bouée de sécurité pour eux, une bouée de sauvetage. Donc, il faut s'assurer que les services complémentaires, le personnel de soutien soient près de nos élèves, puis avant tout que nos élèves se sentent bien et en sécurité à l'école. Jusqu'à maintenant, écoutez, là, j'ai eu l'occasion de me déplacer dans l'aire des autobus où près de 3000 jeunes transitent soir et matin. Et je vous dirais que la réaction de nos jeunes sont vraiment, là, c'est vraiment une belle réaction de la part de nos jeunes. Ils respectent les règles de distanciation. Je vous dirais qu'il y a de l'apprentissage à faire, mais le port du masque également pour nos élèves du 3e cycle au primaire, nos élèves du secondaire également, là, il y a vraiment un beau travail. Est-ce que toutes les règles sont respectées dans leur entièreté? Non. Actuellement, mais on travaille vraiment à le faire. Puis je pense que les équipes écoles s'assurent. Puis ont adapté l'école en fonction de bien protéger leurs élèves puis leur personnel aussi. Le temps pour préparer l'école a été quand même assez précipité. Là. Les directions d'école, ils n'ont pas eu 6 mois ou même 1 mois pour préparer ça. Effectivement. Bien, on a eu l'information, je vous dirais, à la mi-juin concernant le retour. Et on a eu d'autres informations le 10 août.
et des précisions à quelques jours avant la rentrée. Je vous dirais que les directions des écoles secondaires ont réussi des tours de force. Donc, on a dû revoir l'organisation scolaire avec les précisions, avec le concept de bulle de classe. Et dans le fond, respecter les bulles de classe. Nous, on avait travaillé sur un modèle dans lequel nous permettait de jumeler deux groupes dans la même classe, mais en respectant la distanciation de 2 mètres entre chacun des élèves, s'assurer d'une désinfection, d'une traçabilité également. Mais avec à quelques jours de la rentrée, je vous dirais à 2 jours de la rentrée, là, on a eu des précisions qui nous amenaient à revoir nos façons de faire au secondaire. Donc, on a fait un virage à 360 et ça nous a amené à apporter des ajustements. Puis aussi, bien, une compréhension de la part de notre personnel, mais aussi des élèves, parce que dans un cas de COVID, malheureusement, certains élèves avaient fait un choix d'avoir des cours options en musique, et malheureusement, il n'y a pas de mal à ça, mais ils ont eu des cours d'art plastique, donc, et dans d'autres modèles aussi, les jeunes n'ont pas eu nécessairement toutes leurs options. Fait que de ce côté-là, on travaille différemment. Tu parlais aussi de tout le virage numérique, donc en 24 heures, vous devez être en mesure d'offrir des cours à distance. Ça aussi, ça a dû demander une mise à jour parce que plusieurs organisations, je ne parle pas juste au point de vue d'éducation, mais même moi, là, je suis en contact avec des entreprises, virer 360 degrés pour se mettre en mode télétravail du jour au lendemain. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Là. On parle d'outils technologiques, on parle de formation. Ça se passe de la même façon au sein du Centre de services scolaires des Appalaches que des entreprises avec lesquelles tu as l'opportunité de travailler. C'est sûr qu'on a dû s'ajuster en lien avec le télétravail, mais le gros défi qu'on a réalisé, je vous dirais, c'est au printemps dernier, nos écoles secondaires sont allées, puis je vous dirais même également la formation générale des adultes et la formation professionnelle aussi. Un virage vraiment important au niveau de la formation à distance, que les jeunes puissent suivre leurs cours. La polyvalente de Disraeli, celle de Thetford avait été avec un modèle dans lequel les jeunes suivaient leur horaire. Donc, avec le nombre de cours par jour, les enseignants ont bien participé, mais en l'espace de peu de temps, là, on a fait vraiment un virage à 360 et on a vu la capacité d'adaptation de notre personnel. Même chose au niveau de la formation professionnelle. Les jeunes ont pu poursuivre leur apprentissage, je dis jeunes, là, de secteur jeune et adultes là, au niveau de la formation professionnelle. Donc, c'est vraiment intéressant le tournage qu'on a fait, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des temps pour l'apprentissage aussi, puis ça prend de la formation pour notre personnel aussi. C'est ce qu'on a fait là, au cours des derniers mois. Maintenant, sans rentrer dans les détails, advenant dans le cas où il y aurait une éclosion de COVID dans un établissement, là, est-ce que c'est l'établissement qui ferme les portes automatiquement ou on cible plus tout dépendamment? C'est ça, tout dépendant. La question est très pertinente. On y va avec la notion de bulle de classe. Puis il faut comprendre qu'à travers ça, c'est la santé publique qui va dicter nos actions. Donc, la santé publique est en contact avec nous. On voit que certains centres de services scolaires, certaines régions sont éprouvées actuellement par des cas de COVID. Donc, nous, on est en mode apprentissage. Je vous dirais qu'on est en train de valider nos processus, nos canevas de lettres, pour s'assurer que lorsque ça va arriver chez nous, qu'on soit capable de bien réagir. Mais pour revenir à ta question, effectivement, ça sera la santé publique qui va évaluer le nombre d'élèves qui doit être mis en retrait ou en isolement là, pour une certaine période. C'est avec la santé publique qu'on va le décider. C'est eux les experts à travers ça. Nous, on va se limiter à la pédagogie puis s'assurer que nos lieux sont sécuritaires. Puis finalement, d'assurer. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que le ministère veut ne pas avoir d'arrêt à l'éducation. Donc, peu importe le niveau du jeune, qu'il soit au primaire, au secondaire ou formation générale adulte, formation professionnelle, il continue d'avoir de l'éducation et ça même à distance. Donc, même si on doit fermer les portes ou une bulle de classe. Effectivement. Écoutez, il y a des règles claires qui sont venues préciser les temps d'enseignement, que ce soit au préscolaire, de la maternelle, où on demande un temps là, par semaine qu'on doit donner à l'élève, que ce soit au primaire, au secondaire également, là, sont venus vraiment baliser, le ministère est venu baliser la formation qu'on doit donner à nos élèves. Fait que de ce côté-là, on sait où on doit aller et ce qu'on doit respecter également. Excellent, mais je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de défis, là, puis c'est de se préparer à l'inconnu, finalement. Mais c'est un peu, hein, on est un peu, notre centre, notre organisation est au même titre que le citoyen hein, qui apprend à vivre avec la COVID, les entreprises qui apprennent à vivre avec la COVID. On s'en va dans une direction dont on ne connaît pas nécessairement tous les chemins qu'on va emprunter pour arriver à nos objectifs. Donc, il faut faire preuve de flexibilité, de souplesse pour être capable d'atteindre nos objectifs. Là. Si tu veux, je parlerai de quelques petites nouveautés là, qui se passent en même temps, là, parce que, veut pas, on veut toujours développer l'offre qu'on a à notre clientèle. J'irai avec un cours de soutien à l'informatique, excuse-moi.
par la formation professionnelle? Effectivement, c'est un projet. Le projet a été très bien travaillé, je vous dirais. On a réussi à avoir une carte permanente au niveau du cours soutien informatique. Donc, on va être en mesure d'enseigner cette formation-là pendant plusieurs années au tremplin. Donc, c'est un cours soutien informatique qui outille nos étudiants là, une formation de base au niveau de l'informatique. Mais ces jeunes-là vont pouvoir poursuivre par la suite là, au niveau du monde collégial, au niveau de l'électromécanique, au niveau des techniques, là, au niveau de l'informatique également, mais aussi répondre à des besoins dans la région aussi. Donc, on est vraiment satisfait. C'est sûr qu'en cas de COVID actuellement, bien, il y avait plusieurs étudiants étrangers qui devaient venir chez nous. Donc, ça, c'était retardé. Donc, on va y aller avec un recrutement plus régional de ce côté-là. C'est gênant. Juste pour les gens qui nous écoutent, là, quand on parle de carte de programme, donc, tantôt, tu as mentionné que vous aviez reçu la carte de programme. Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour... Bien, dans le fond, il y a deux types il y a des cartes de programme permanentes, Okay. puis il y a des cartes de programme temporaires. Donc, la carte permanente, on l'a jusqu'à temps qu'il y a des élèves qui sont inscrits et qu'on répond aux exigences. Puis une carte temporaire, bien, le renouvellement se fait après une certaine période. Des fois, c'est 1 an, des fois, c'est 2 ans. Toujours en lien avec la main-d'œuvre, les besoins en main-d'œuvre dans la région. Donc, on ne pourrait pas partir un projet en formation professionnelle dans lequel il n'y aurait pas une demande dans la région. Donc, et c'est le ministère, finalement, qui attribue ces cartes-là. Donc, effectivement. Il est capable d'ajuster sa carte à l'ensemble du Québec pour combler les besoins en main-d'œuvre. C'est ce que je comprends? C'est effectivement le cas. OK, parfait. Et je trouvais ça intéressant de le préciser. Il y a aussi toute la francisation auprès des entreprises et finalement des personnes immigrantes là, qui arrivent en région. Effectivement, il y a 2 volets. On l'offre avec le service aux entreprises par l'entremise de la formation générale des adultes. Donc, il y a plus de 100 travailleurs étrangers dont on travaille pour franciser. Les gens ont des tests à passer pour avoir leur citoyenneté. Donc, on travaille en collaboration avec les entreprises du coin. Puis aussi, il y a plus en plus de personnes qui arrivent dans notre région dont la langue maternelle n'est pas le français. Donc, on les accompagne dans leur francisation. Puis il y a des belles réussites à travers ça. Puis donc, ça amène une diversité. Puis on est très heureux d'accompagner les nouveaux arrivants dans la région. Le gouvernement va annoncer des places supplémentaires pour la formation de préposés aux bénéficiaires. Donc, étant donné que le tremplin offrait cette formation-là, sûrement qu'il y a dû avoir des cohortes là, qui ont été lancées. Effectivement. Donc, on a eu 3 cohortes qui ont débuté leur formation à la mi-juin, qui vont compléter leur formation d'ici le 15 septembre. Donc, lors de la présentation de l'émission, ils vont terminer leur formation. Et il y a une autre cohorte qui va débuter, je vous dirais, à la fin septembre pour finir sa formation là, avant la période des fêtes. Donc, de ce côté-là, les critères seront différents, là, mais surtout encourager les gens qui travaillent en santé à compléter une formation pour travailler comme proposé aux bénéficiaires. Là. On parle de combien de personnes environ par cohorte? Là? Je dirais qu'ils sont environ 22 par cohorte. Là. Donc, c'est tout de même 80-90 personnes qui vont avoir été formées au cours des dernières semaines. Là. Effectivement, c'est sûr qu'en termes de nombre d'inscrits et nombre de personnes qui vont terminer leur formation, je dirais qu'il y a toujours à peu près là, 10-15% de gens qui ne complètent pas leur formation. Mais tout de même, ça vient quand même positif. apporter dans le milieu. Là, effectivement, pour la région, là, c'est un plus. Aussi avec une population qui peut être plus âgée ici dans la région, tous les services des proposés aux bénéficiaires qui seront disposés à travailler dans nos CHSLD, là, c'est une très bonne chose pour notre région. Une très belle nouvelle. Si tu veux, on va se déplacer dans le secteur sud un petit peu plus. J'aimerais qu'on parle du projet plein air à l'école primaire de Beaulac. Oui, effectivement. C'est un projet qui est à sa 2e année, qui connaît une popularité. On l'a vu dans certains médias. Donc, dans le fond, c'est une classe nature. Les jeunes apprennent par des projets là, qui vivent à l'extérieur de l'école. Il faut comprendre que l'école est très bien positionnée. Il y a un bois en arrière. Il y a une cour d'école qui est en train de se faire aménager là, pour répondre aux besoins et aux défis de ce projet plein air-là. La ville de Beaulac, Garbet, collabore très bien à ce projet-là. La direction d'école a vraiment lancé ce projet-là avec beaucoup de passion, puis on voit les résultats de sa passion en lien avec la plein air, puis toute l'équipe école collabore très bien. Donc, c'est vraiment un projet, puis surtout, notre clientèle est très heureuse de participer à ce projet-là. C'est ce qui rend le projet fort intéressant. C'est offert seulement aux gens qui sont du bassin de Beaulac ou ça peut aller, on peut aller chercher des gens peut-être de Disraeli ou c'est sûr que dans le futur, ce projet-là pourra amener des jeunes de d'autres écoles à participer à ce projet-là. C'est sûr que s'il y a une demande, on va prendre le temps de l'analyser puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour bien accompagner nos jeunes de ce côté-là. C'est sûr que ça fait aussi une belle passerelle avec le secondaire qui, lui aussi, est à sa 3e, 4e année, je crois. Là. Effectivement, mais écoutez, un des projets qui a connu une plus grande augmentation, c'est notre projet
le projet plein air à l'école polyvalente de Direlli. Donc, de ce côté-là, ça fait vraiment un arrimage fort intéressant dans le secteur sud. Hein. Il y a le projet plein air, mais également le cirque Stratford vers la polyvalente de Direlli. Donc, le secteur sud arrive avec des projets fort intéressants et une autre école là, dans le secteur sud va arriver avec un projet également l'an prochain en espérant que la COVID ne le retarde pas d'une année supplémentaire. L'école Sainte-Luce est en train d'installer les bases d'un projet fort intéressant, là, encore une fois, pour répondre aux besoins de sa clientèle. J'ai bien hâte d'en entendre parler. Et puis, en terminant, il y a aussi l'école secondaire qui a ouvert sa nouvelle concentration, là, le volet théâtre, oui. Donc qui vient... En fait, il y a plusieurs concentrations qui sont disponibles à cette polyvalente-là, mais la première année, la première cohorte là, qui débute en projet théâtre. Effectivement, donc c'est un projet qui répondait à un besoin. Hein. Quand on regarde, oui, on parle de la polyvalente de Direlli, mais on parle également de toute l'offre de services que nos élèves peuvent avoir là, dans nos 3 polyvalentes. Puis le projet théâtre vient prendre vraiment une place importante dans la vie étudiante de nos jeunes. Puis il y a un très beau travail qui a été fait là, au niveau de l'aménagement. Il y a un local qui est attitré à ces élèves-là. Puis je pense que les jeunes vont avoir toute l'opportunité de développer leur plein potentiel là, en lien avec le théâtre. Donc c'est vraiment un créneau qui est intéressant à développer dans notre région. Oui, puis qui est assez unique, là. En tout cas, ça, c'est sûr pour le centre de service scolaire, excusez, j'allais dire commission scolaire, mais et qui est assez unique pour le territoire, mais aussi, je dirais, quand même assez large aussi. Là. On ne voit pas ça souvent non plus. Effectivement. Puis, tu sais, il y a quand même c'est rare, un projet théâtre. Il faut comprendre aussi qu'il y a un volet culturel qui est très développé hein, dans le secteur sud. On l'a vu avec les arts du cirque, mais les arts du cirque, c'est pas seulement le niveau acrobatique, hein, c'est la musique, c'est également les arts de la scène, tout ce qui est en lien avec les décors, les maquillages, les habillements. Donc, le projet théâtre trouve vraiment sa place dans cette école-là. Puis écoutez, jusqu'à maintenant, là, les gens répondent bien. C'est sûr qu'on verra dans le futur comment les inscriptions vont augmenter, mais on sent qu'il y a une effervescence en lien avec ce projet-là. Jean, il me reste quelques minutes à l'entrevue. Je ferai peut-être 2 rappels. Le premier, c'est peut-être les mises en candidature pour des gens qui seraient intéressés à siéger sur le conseil d'administration, donc qui termine en octobre, je crois, là, la date exacte. Effectivement, c'est la fin septembre. Donc, j'invite les gens à consulter le site Internet du Centre de services scolaires au csappalaches.qc.ca. On n'a pas encore changé l'appellation de notre site. Ça va venir prochainement et vous allez voir qu'il y a un onglet qui vous explique toute la démarche là, et les responsabilités qui se rattachent à une présence, une participation au sein d'un conseil d'administration. Parfait. Puis il faut prendre en compte que c'est quand même une belle contribution au milieu, finalement, de siéger sur un conseil d'administration. Effectivement. Puis on calcule l'engagement, je vous dirais, là, environ une 60aine d'heures annuellement d'implication au sein d'un comité comme celui-là. Mon dernier point que je voudrais, c'est si je suis un parent, là, que je me sens un peu inquiet là, par rapport à la nouvelle rentrée scolaire, à l'organisation scolaire, là, on aurait-tu un message là, pour parler aux parents là, en dernier? Mais c'est sûr que... Donc, je remercie de poser la question. C'est sûr que je vous dirais que nos équipes écoles, nos établissements ont tous mis les efforts en place pour s'assurer de la sécurité. On n'a pas lésiné là, sur les achats d'équipements de protection, que ce soit le gel désinfectant, que ce soit au niveau pour les mains, au niveau des surfaces également, des équipements de protection. On va ajuster le tir suite aux recommandations là, de la CNSST, mais jusqu'à date, là, les commentaires qu'on a eus sont quand même positifs. Puis, ce qu'on veut vraiment, c'est que l'expérience soit positive pour nos jeunes malgré la situation qu'ils vivent, qui n'est pas évidente pour eux. Actuellement, ils ont la chance de voir leurs amis, d'avoir une vie sociale qui est différente du passé, mais quand même une vie sociale. Puis à travers ça, on offre des très bons services pédagogiques. On espère qu'il va y avoir des services parascolaires de vie étudiante qui vont ouvrir au cours des prochains jours, mais tout ça dans une notion de sécurité et de respect. Ça, c'est fort important. Jean, merci beaucoup pour ce tour d'horizon-là pour la rentrée scolaire. Je te souhaite une très belle année scolaire 2020-2021. Merci, c'est très gentil. Au plaisir. Merci également d'avoir été nôtre pour une autre émission d'Objectif.